effervescence, on le sait, puisqu'il y a énormément de marques aujourd'hui qui sont en train de remettre en question leur stratégie de fidélisation, qui sont en train de revoir leur programme de fidélité également. Et pour cause, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des nouveaux modes de consommation, à l'heure des millennials, mais pas que évidemment, il est évident que la fidélité est en train de se redéfinir. Et parallèlement à ça, évidemment, par conséquent, c'est les techniques de fidélisation également qui sont revues, encore une fois, à l'ère de l'omnicanal et du tout digital. Donc, on va commencer la première partie. Si vous pouviez juste passer les slides pour moi, la première partie sur les programmes de fidélité, puisque aujourd'hui le sujet est pas mal évoqué, notamment dans les réseaux sociaux et dans la presse, évidemment. H&M a lancé son programme de feed fin 2016, donc c'est quand même très récent. Picard l'a fait également fin 2017. Et l'Exception l'a fait également il y a quelques semaines. Donc du coup, Maëva, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né le besoin de fidéliser? Oui, bien sûr. Alors nous, on était plutôt contre les programmes de fidélité. Ça fait plusieurs années qu'on se pose la question. Et puis, on s'est rendu compte finalement que seulement 20% de nos clients revenaient d'année en année. Donc, on avait un taux de rétention qui n'était pas hyper bon. Et pour améliorer ce KPI, qu'est-ce qu'on a comme solution? Faire de l'emailing, du CRM. Mais si tu n'as pas de programme de fidélité, le message, il est un peu difficile. Donc, on a décidé de le lancer il y a 8 semaines. C'est très récent. Et on est parti sur un système assez classique de points et de reward. Donc 2000 points, tu es connaisseur. 10 000 points, 2000 points, tu es amateur, connaisseur, ambassadeur. Et un point égale... pardon, excusez-moi. C'est même pas hyper clair pour moi. Mais finalement, on a réussi à trouver un système qui ne nous coûte pas très cher et qui fait plaisir aux consommateurs. Et une deuxième chose, c'est que les consommateurs nous le demandaient. En fait, avec Avis Vérifié, on a un système de feedback permanent à chaque commande. Et certains clients nous demandaient pourquoi vous n'avez pas de programme de fidélité. Donc voilà, on s'est lancé. D'accord. Donc c'était un besoin commercial, business, et puis un besoin parce que les clients le réclamaient également. Voilà, exactement. D'accord. Finalement, ça coûte moins. Les retours, là, après 8 semaines, c'est difficile de poser des conclusions définitives, mais on se rend compte que ça nous coûte moins cher finalement que créer des campagnes d'acquisition sur le web. D'accord. Ouais. Alors que Decathlon, ça c'était la grande news il y a quelques semaines, a arrêté son programme de feed parce qu'il était justement trop cher, mais également parce qu'il n'engageait pas assez. Anne-Charlotte, est-ce que la fidélité, ça s'achète? La question. Est-ce que ça s'achète? J'aurais tendance à dire non, ça se construit. D'accord. Déjà, moi je suis pas forcément à l'aise avec le mot fidélité, en tout cas pour Fago. Fidélité en synonyme, on va trouver loyauté. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit demander à un client d'être loyal envers une marque en particulier? Nous, on a plutôt tendance à parler d'engagement. D'accord. D'engagement d'une communauté. On fait de l'engagement de communauté et non pas la fidélité client. Dans l'exemple que tu dis de Decathlon, moi j'ai une expérience personnelle avec Decathlon. Je n'ai jamais pris la carte de fidélité. Par contre, j'aime beaucoup cette marque parce que enfant déjà, quand avec mes parents on allait dans un magasin Decathlon, c'était les vacances. Ouais. Donc j'avais une très bonne expérience boutique. Encore aujourd'hui, j'ai une très bonne expérience avec la marque. Quand je pars en voyage avec mon sac à dos Quechua, que j'arrive à un endroit dans une auberge de jeunesse et je vois 4 autres sacs à dos Quechua posés dans le hall d'entrée, je sais qu'il y a des Français. Et en fait, pour moi, ça, c'est la meilleure représentation que je puisse avoir de l'affect avec Decathlon et ses produits. Absolument, et c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. C'est dans l'expérience de vie. Et j'avais pas besoin d'une carte de fidélité pour ça. Et c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté d'ailleurs, parce que justement, toute cette proximité qu'ils savent qu'ils ont avec leurs clients, le programme de feed qu'ils avaient mis en place, finalement, ne répondait pas du tout à ce besoin. Exactement. Vous-même, chez Fago, vous n'en avez pas de programme de feed? On n'a pas de programme de feed. Par contre, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est justement à développer une expérience forte avec la marque autour de nos valeurs. Donc, que ce soit le dynamisme, que ce soit notre côté responsable, notre côté jeune entreprise, jeune marque de mode, on a essayé d'emmener justement notre communauté et notre client dans notre univers. Du coup, pas de nécessité commerciale à développer aujourd'hui un programme de fidélité chez Fago. Je ne dirais pas une nécessité commerciale, mais on va dire
on le fait de plein de manières différentes. Pas forcément avec un programme particulier de fidélité, mais via des différents points d'entrée, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit en boutique, que ce soit par le site internet, que ce soit par le service client, par de l'expérience, de l'événementiel. On a choisi de construire la marque autour de ces valeurs-là. Alors justement, je pense que même les consommateurs aujourd'hui sont en recherche de beaucoup plus de sens, en fait, de donner du sens à leurs relations qu'ils ont avec leur marque, etc. Geoffrey, comment est-ce qu'on crée de la valeur avec un programme de fidélité ? Déjà, je pense que c'est pas forcément le programme de fidélité qui va être en première ligne pour créer cette valeur. J'aime beaucoup ce que dit Anne-Charlotte, parce que le fait de ne pas choisir de programme de fidélité, mais d'avoir quand même une vraie fidélité, un vrai repeat en fait, chez ses clients, c'est assez symptomatique d'un truc, c'est qu'en fait, la fidélité, souvent, c'est vu comme un bargaining, le fait de graisser un peu la patte à un client, alors qu'en fait, la vraie fidélité, ça vient du fait que les clients, ils vont partager les valeurs de la marque. Ils vont se sentir à chaque fois bien quand ils débarquent, ils vont se sentir uniques parce qu'il y aura toujours un vendeur qui sourira, qui les reconnaîtra. C'est bosser en fait sur tous les fondamentaux du business, bien sûr aussi le produit. Et nous en fait dans notre cas, la fidélité, on l'a traité vraiment sur le tard sous forme de programme également. On y est un peu allé à reculons parce que comme chez Fago, on trouvait que c'était pas quelque chose de nécessaire en fait, de rajouter du couponing, comme ce qu'on voit de manière un peu classique dans les programmes de fidélité sur le marché. Mais pour autant, on avait déjà un repeat assez monstrueux. On fait des paniers à 200 €, mais on a une valeur client à 2006. Donc ça montre bien qu'il y a un repeat où tous les 4-5 mois, les mecs ils reviennent et ils rachètent quelque chose parce que à côté, il y a un produit qui ne les déçoit pas. Et nous, on fait beaucoup de choses en fait, sur la fidélité autour des contenus. On a mis en place un média qui est devenu en fait le leader de sa catégorie. Ouais, on est né en tant que blog à la base, comme un hobby sur la toile. Et en fait, ce blog, ça apporte toujours beaucoup de valeur. Les hommes, ils peuvent communiquer avec le blog, poser toutes leurs questions par mail, par Facebook Message. À chaque fois, ils ont une réponse one-to-one qui n'est pas un copier-coller. Et en fait, la fidélité, à la base, elle vient de là, quoi. Finalement, le programme de fidélité, ça vient plutôt sur une étape de maturité de l'entreprise, une fois qu'elle a besoin de processer encore plus et de dégager encore plus de valeur. Mais il ne faut vraiment pas confondre la fidélité avec le fait de graisser la patte simplement avec du couponing. Sinon, on ne fait plus un programme de fidélité, on fait un programme d'animation commerciale. Ça peut être tout à fait OK, en fait, selon le contexte des boîtes. S'il y a des produits qui sont très price sensitive ou très concurrentiels parce qu'ils sont commoditisés, OK pour le programme d'animation commerciale, mais la fidélité, c'est encore autre chose. Alors, ce qui fait justement bouger les lignes du programme de feed, c'est tout le digital. Est-ce que vous étiez encore pure player il y a encore jusqu'à il y a 1 an, vous avez ouvert ou 2 ans, il y a 2 ans, vous avez ouvert votre première boutique. Est-ce que finalement il faut attendre d'avoir un magasin pour créer un programme de feed ou pour se lancer dans la feed, ou est-ce que en étant pure player justement on a tout intérêt à le faire? Alors non, pas du tout. Nous, le lancement du programme fidélité n'a rien à voir avec l'ouverture de la boutique. Très bien. On l'aurait fait même si on était resté pure player et qu'on n'avait pas ouvert cette boutique. Je rejoins Geoffrey sur le fait que la fidélité, c'est pas uniquement du couponing, du reward, c'est proposer une expérience en plus aux clients et les faire se sentir valorisés. C'est-à-dire qu'on ne traite pas de la même façon un client qui va venir 2 fois ou 3 fois par saison et un client qui va venir 1 fois toutes les 2 saisons. Et l'idée, c'est de lui donner envie d'acquérir ce statut. Et comment justement on crée cet attachement émotionnel à la marque? Parce que c'est ça finalement, l'engagement. C'est une vaste question. Comment créer l'attachement émotionnel? Je pense que ça passe par un ressenti. Déjà, quand on arrive sur le site, on se sent bien, on voit des visuels qui correspondent à la marque qu'on a envie d'acheter. Nous, on fait un gros travail aujourd'hui de curation, non seulement vis-à-vis des 400 créateurs qu'on représente, mais dans ces créateurs aussi, les pièces qu'on sélectionne et les visuels qu'on sélectionne, il y a un gros travail qui est fait là-dessus, de manière à ce que ça colle en permanence à l'ADN de l'exception. Le compte Instagram, par exemple, c'est aussi un endroit où le client va pouvoir s'identifier et comprendre tout de suite si c'est un e-shop où il a envie d'aller ou pas. Je crois que d'ailleurs vous aviez découvert l'exception sur Instagram. Je le dis. Voilà. Donc voilà, c'est une multitude de petites choses qui font que quand on va sur le site, quand on va en boutique, quand on va sur le compte Instagram, on se sent bien, on se sent dans un univers qui nous donne envie d'acheter et de posséder ce genre d'objet. Donc, Très bien. Starbucks, en fait, a arrêté, ou du moins a revu également son programme de feed parce qu'il voulait
plus s'engager avec leurs clients. Ils voulaient vraiment travailler un relationnel en fait, de proximité, que ce soit sur les réseaux sociaux, expérience en magasin, etc. En fait, l'engagement, c'est devenu une nouvelle composante de la stratégie de fidélisation. Anne-Charlotte, Fago, c'est une marque engagée, c'est une marque responsable, ça fait partie de votre ADN. Comment est-ce que vous engagez avec vos clients et comment est-ce que les clients s'engagent avec vous aujourd'hui? Alors, nous, ça a commencé dès le début. On a commencé via les réseaux sociaux. En 2009, c'était par Facebook, où on a très vite réussi à créer une page Facebook assez dynamique. Et ça a été le premier canal qu'on a utilisé pour valoriser l'engagement, avec un peu le partage des coulisses de comment la boîte s'est montée, des premières collections, des premières ventes, etc. Donc dès le début, en fait, on a développé une relation de proximité avec un ton, une manière de parler à nos clients qui était, par exemple, on a choisi tout de suite de tutoyer, d'utiliser des mots simples et de faire du partage d'expérience. Au fur et à mesure qu'on a construit la marque, on s'est dit comment on peut continuer d'engager, de faire partager en fait l'histoire qu'on vit. Et ça s'est passé par une identité visuelle. Aujourd'hui, quand on rentre dans une boutique Fago, il y a une identité, que ce soit de couleurs, soit des matières. On utilise beaucoup le bois. Et c'est une identité qu'on va retrouver sur le site internet, qu'on va retrouver sur nos sacs, sur nos produits. Et c'est une touche Fago qui fait que le client, peu importe par quel canal il vient, il reconnaît notre patte. Et il adhère. Après, on a un positionnement en plus responsable qui est de planter un arbre pour chaque produit acheté. Et c'est une action qui est très forte pour la communauté parce que, en gros, ça vient finaliser leur acte d'achat. Et aujourd'hui, on l'a intégré partout dans le parcours du client, que ce soit en boutique, il peut trouver l'information avec une carte de France, avec tous les endroits où on plante les arbres, donc toutes nos forêts. Il va le retrouver sur son produit avec un bouton en noix de coco qui symbolise l'arbre planté. Il va le retrouver sur le site internet parce que à la fin, au cours de son parcours d'achat, on va lui rappeler qu'il va planter un arbre. À la fin une fois payé, on le redirige aussi vers la carte des plantations. En ce moment, par exemple, il y a 2 semaines, on a fêté notre 1 000e arbre planté. Et ça a été pour nous l'occasion de remercier la communauté en faisant un événement de street marketing où on a distribué plusieurs milliers d'arbres à nos clients dans la rue. Ça se retrouve aussi sur le site internet où on a distribué des petites graines pour planter du coton. Donc c'est vraiment en fait d'être cohérent sur un ensemble à 360 et d'engager par rapport aux valeurs que le client connaît en permanence. Et de continuer à lui parler via tous les canaux de ses valeurs. Plus d'humain, aller au-delà de la relation commerciale, finalement, on arrive à personnifier un peu la marque, parce que quand on dit plus d'humain, qu'on est dans la relation client, on s'attend à voir pas une marque de l'autre côté, mais quelqu'un. Comment est-ce qu'on personnifie cette communication sur les réseaux Nous, on personnifie de 2 manières. Je veux dire, la première, pour montrer qu'il y a des hommes derrière, c'est la mise en avant de l'équipe, tout simplement, via les réseaux sociaux, le plus facile, des Insta Stories, des Facebook Likes, des photos de quand on fait des séminaires ou autres. La dernière fois, on a fait notre séminaire, on était justement chez notre pépiniériste. On a pris plein de photos au milieu des arbres. Et le but aussi, c'est de pouvoir partager un peu, d'expliquer comment ça se passe. Quand on fait un événement, c'est nous qui sommes sur l'événement, reconnaissables en Fago. Et n'importe qui peut venir nous parler, que ce soit nous, aux fondateurs. On est très accessible. Et après, comment aussi personnaliser pour le client, nous, en fait, notre slogan, c'est fais de chaque pas une aventure. Donc, on veut t'emmener dans l'aventure Fago. En soi, Fago, c'est des vêtements, des chaussures qu'on peut porter tous les jours, pas pour une activité particulière, mais pour faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, on s'est dit, la vie est une aventure, on veut t'emmener là-bas. Donc, en fait, on va orienter nos thèmes de collection, nos saisons, sur le voyage. Cette saison, on parle de la Bretagne. Et donc, on va faire de la création de contenu sur la Bretagne. On va tourner une vidéo là-bas, on va faire notre shooting là-bas, on va développer un peu Vous êtes associé à Armand Luxe d'ailleurs pour on cette fait des collaborations exactement sur ce thème. L'hiver prochain, on part à Copenhague. Et le but, c'est, pendant 6 mois, on fait les valises pour toi, on t'emmène et on va communiquer de manière récurrente sur un lieu, une destination, une manière de vivre qui est Fago-friendly.
Et comment on communique en fait vis-à-vis des clients fidèles? Je prends un exemple, il n'y a rien de pire que de recevoir de la com sur un canapé, sachant qu'on vient d'en acheter un en fait, et de la même marque. Quelle personnalisation? Enfin, comment on fait pour proposer le bon produit au bon moment et au bon client, Geoffrey? Alors, il y a évidemment une réponse technique à travers le CRM, à travers le bon paramétrage de son trigger emailing, etc. Mais en fait, en amont, il y a aussi vraiment une réponse sur ses pratiques, sur sa connaissance client. Il n'y a pas de bon programme de fidélité si derrière, il n'y a pas une compréhension vraiment intime de ses clients. Par exemple, chez nous, tout nouvel arrivant dans l'équipe passe 2 journées entières en boutique, et tout collaborateur bonne gueule, on est une quarantaine aujourd'hui, chaque année, il y retourne. Il passe une journée pour rencontrer les gens. Ensuite, dans le cas spécifique là, du programme de fidélité qu'on met en place, déjà pour qu'il colle vraiment avec les attentes, avec la marque, avec nos valeurs, tout simplement on a demandé aux clients qu'est-ce qu'ils voulaient, on l'a co-créé avec eux, on a fait des sondages, on a fait des focus group. Ils ont impliqué quoi. Voilà. Et ils nous ont dit que ils préféraient quand même plutôt des produits que du couponing. Donc à chaque fois on a développé des produits exclusifs pour les différents étages de spending. Mais aussi toujours l'alternative du couponing si vraiment à un moment ça leur plaît pas, mais toujours vraiment dans un second rang, parce que encore une fois on veut faire des ambassadeurs, on veut pas générer des mercenaires. Et puis ce qui est assez marrant aussi, c'est que passé un certain stade de dépenses, les gens qui ont dépensé plus de 5 000, 6 000, 7 000 euros chez nous, en fait ils veulent plus du tout évidemment de coupons, ils veulent pas non plus du tout de produits supplémentaires, parce qu'a priori s'ils ont dépensé 6 000, 7 000, c'est que le sujet c'est pas de recevoir une chemise de plus. Mais en fait ils demandent vraiment de l'expérience. Et là encore, si on ne leur avait pas demandé, on ne se serait pas rendu compte que c'est ça qu'ils voulaient. On leur aurait peut-être sorti un costume gratuit encore plus ouf ou des choses comme ça. Et à la place, on a mis en place du coup un programme où on envoie un ticket de TGV ou d'avion, on les fait venir, où on les écoute en fait sur la collection qui est en place, sur ce qui va sortir. Donc en fait, en plus, ça permet de faire du focus group pour les équipes de création de produits. Ouais. Idem pour l'équipe éditoriale, on leur demande quels sont les articles qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils ont aimé, pas aimé, boum, focus group en plus pour encore une fois l'édito. Ensuite, on les fait dîner ou déjeuner avec l'équipe, les fondateurs sont présents, on est toujours très très présents pour eux. D'ailleurs, dans le cadre de la communication incarnée, on a beau avoir 4 millions d'utilisateurs, chaque client, chaque user, il n'a même pas besoin d'être client, il peut en fait contacter le fondateur et on lui répond, parce que voilà, un fondateur qui défend sa marque et qui est toujours présent, je pense que c'est un signal fort aussi sur la loyauté que nous, on a vis-à-vis d'eux, quoi. Il y a une fidélité dans les deux sens. Oui, absolument. Et du coup, les points de fidélité qui, à la base, sont basés sur les promotions, il y a une logique assez promotionnelle derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas noter la fidélité différemment? Je pense au tout digital, je pense à l'e-commerce. Est-ce que les points d'interaction, en fait, sont peut-être les nouveaux points de fidélité? C'est-à-dire, on mesure un peu l'engagement au nombre de likes, au nombre de commentaires, etc., etc. Est-ce que, à l'exception, vous regardez aussi, au-delà donc, du programme de fidélité classique que vous avez mis en place, justement, toute cette interaction avec... Oui, bien sûr, je pense que c'est très important, mais il faut garder en tête que finalement, les gens sont quand même en recherche de couponing et de réduction, même si on n'aime pas trop en parler. Finalement, c'est ce qui fait réacheter souvent. Et après, oui, bien sûr, il faut leur proposer une expérience. Par exemple, nous, quand on atteint le statut d'ambassadeur, on leur propose des invitations aux avant-premières de lancement de pop-up store, un peu comme fait Geoffrey, de manière à ce qu'il y ait une vraie expérience autour de cette fidélisation. Et je voulais revenir juste sur un truc, la partie technique, automation, marketing, c'est hyper important, surtout quand on est sur des gros volumes. Bien maîtriser les différents stades de fidélisation, avoir des emails qui sont cohérents avec le statut qui passe. Donc il faut y passer un peu de temps au début, avoir le bon discours, et proposer les bons rewards, mais une fois que c'est en place et que ça marche, et que ça tourne, finalement, je pense que c'est très important de savoir le poser dès le début. C'est avant tout une stratégie de contenu, finalement Très important, oui, de raconter l'histoire des marques. Nous, on a la chance en plus d'être au cœur d'un écosystème de 400 marques, donc elles ont toutes beaucoup de choses à dire. Donc il faut en permanence essayer de faire rentrer le client dans l'histoire de la marque, lui raconter. C'est la problématique de toutes les marques, finalement, aujourd'hui.
Et le programme de fidélité peut servir à ça. C'est-à-dire que chaque touchpoint, chaque fois qu'on a une opportunité de prendre la parole, l'idée est d'informer sur le programme de fidélité, mais d'amener le client vers autre chose. Découvrir une nouvelle marque, découvrir une nouvelle collection, un nouveau film. Voilà, c'est des opportunités de prise de parole. Est-ce que le besoin d'une égérie ou alors d'un influenceur, d'un youtubeur ou youtubeuse d'ailleurs, est-ce que c'est utile d'en avoir, notamment pour l'attachement à la marque? Nous, notre parti pris, c'est de dire que les influenceurs qui sont trop importants sont assez chers et finalement l'engagement de leur communauté n'est plus si important que ça. Donc on mise plutôt sur les micro-influenceurs. Effectivement, c'est de la visibilité qui finalement n'est pas très cher payée. On peut s'en sortir simplement en donnant des produits. C'est un canal de communication qui est important et qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors justement, est-ce que ça rapporte la FID, Anne-Charlotte, est-ce qu'on peut le mesurer, cet engagement? C'est-à-dire, voilà, les interactions, comment est-ce qu'on détecte? Enfin, souvent, moi, quand je me promène sur un site assez souvent et que je like et que je partage, du coup, je reçois un peu plus de com que d'habitude. C'est comme ça qu'on le mesure, l'engagement, finalement, des clients aujourd'hui? Oui, on va le mesurer de deux manières. Je vais dire la manière la plus conventionnelle. On va suivre des métriques en particulier. Donc, mon taux de clic, mon taux d'ouverture, mon taux de désabonnement, pareil, le nombre d'impressions Facebook, et le clic, et le like, et le partage. C'est des bonnes indications. Ça te donne une tendance et tu peux t'amuser à faire des courbes derrière, effectivement, et aller chercher un peu plus. Après, on a tendance à penser qu'il ne faut pas passer trop de temps là-dessus non plus. C'est le principe de la data, on en a beaucoup. On ne peut pas tout suivre, donc on suit les principales. Et en fait, derrière, nous, on marche beaucoup quand même encore au feeling, au retour terrain. On a l'avantage d'avoir des boutiques. On a une dizaine de boutiques avec des vendeurs qui sont présents tous les jours, qui ont des interactions avec les clients en face à face tous les jours, donc qui peuvent nous faire des remontées en permanence. On a le site internet, on a un service client qui est pareil, en contact tous les jours avec les clients. On a un community manager qui parle en permanence. Et en fait, il faut profiter de ça et il faut réussir à se parler entre nous. Et en fait, on le sent. C'est un bon point, ça. Il n'y a plus de département finalement. On est obligé d'aligner les équipes autour du client. Oui. Et on aussi. échange très facilement dessus. Et on veut garder un peu cette agilité qui nous permet de sentir un peu la chaleur. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Si par exemple on a un défectueux sur un produit, on se rendra très vite compte parce qu'on aura le retour boutique, on aura le retour du service client qui nous dira non, là la relation avec le client n'est pas bonne. Donc on met des choses en place très rapidement. On n'a pas besoin d'un tableau pour ça. Donc le retour terrain est très à valoriser pour moi. Geoffrey? Pour compléter, je pense qu'il y a 2-3 indicateurs qui sont intéressants aussi là-dessus. Il y a évidemment le NPS, le Net Promoter Score, la fameuse question recommanderiez-vous Fago à un ami ou à un collègue? Cette question elle est toute bête. Mais finalement, le fait de recommander une marque, c'est quelque chose de tellement fort que pour moi, ça traduit un vrai engagement. Et surtout que c'est une sorte de génération spontanée. C'est un cadeau que les clients font. Là, on n'est plus du tout dans le bargain. Donc, c'est un indicateur pour moi qui est assez fiable. Dans le même genre, il y a toute la génération de commentaires spontanés sur les fiches, par exemple, Google établissement des boutiques, sur du Google marchand de confiance. Et on peut même aller au-delà. On peut indexer, en fait, les primes, par exemple, de ces conseillers en boutique sur le nombre de commentaires positifs spontanés ou le NPS. Nous, c'est ce qu'on fait, ça fonctionne très bien, plutôt que d'indexer sur des objectifs en fait, de chiffre d'affaires qui, là, viennent un peu aussi parfois détourner et désaligner l'intérêt du client et celui de l'entreprise. Alors, on ne peut pas associer les deux, engagement et fidélisation. C'est-à-dire, il y a quand même un avantage commercial. Maëva, je te vois... à un moment, il y a business is business. Comment est-ce qu'on fait comment fait-on en sorte que l'engagement, à un moment, convertisse un minimum? Il faut pouvoir le mesurer. Moi, je suis encore un peu jeune sur le programme de fidélité pour tirer des conclusions. Mais quels sont les bénéfices, justement, que vous attendez du nouveau programme de FID? C'est que les gens reviennent plus souvent, s'ils ont le choix entre venir chez nous et aller chez un concurrent qui propose le même produit, l'idée c'est que notre programme de fidélité leur fasse tilt et qu'ils disent non, j'ai plus d'intérêt à aller chez l'exception que d'aller chez MSR ou quelqu'un d'autre. Et du coup, vas-y. Je pense que la mesure, c'est effectivement hyper important. Il y a le vieux dicton, if you're not measuring, it's not marketing.
Mais en fait, faut aussi pas rentrer dans l'obsession de la mesure. Bien sûr. Parce qu'à un moment, si on est uniquement sur du quanti, à un moment, on oublie totalement tous les petits actes de foi, toutes les générations spontanées de cadeaux et de générosité auprès de votre clientèle, qui sont justement les petites choses, les petits signaux faibles que vous envoyez qui génèrent de la loyauté. Nous, par exemple, on entretient un média où du coup, il y a 7 ou 8 salaires temps plein en CDI derrière. On ne peut pas mesurer la rentabilité finale de chaque article, de chaque ligne, de chaque commentaire auquel on répond. Il y a un vrai acte de foi là-dedans. Et si on avait uniquement une vision data, en fait, c'est des choses qu'on n'aurait jamais mises en place. Pourtant, aux sorties, on observe quand même des NPS de 92%, des repeats tous les 5 mois. Enfin, il faut toujours faire la part des choses. Il faut savoir qu'est-ce qu'on mesure, mais il faut aussi à un moment savoir prendre le recul et se dire est-ce qu'au fond de moi, j'ai le sentiment que je fais la bonne chose? Est-ce que si j'étais un client, je me sentirais acheté ou récompensé, quoi. Ouais. Non, mais très bon point. Donc, du coup, on met presque au même niveau, en fait, l'ambassadeur qui va tweeter, liker, partager, etc. Et puis le client fidèle qui achète assez régulièrement sur le site ou en boutique, etc. On sait si fidéliser coûte moins cher ou rapporte plus que l'acquisition. C'est quand même la grande question, notamment en e-commerce. Oui, chez nous, du peu qu'on puisse mesurer, ça revient 2 fois moins cher de faire revenir un client qui n'était pas venu que d'aller le chercher sur différents canaux. Et puis finalement, c'est assez logique. Hein, si c'était plus cher, on n'aurait pas d'intérêt à fidéliser. Et les frais, l'acquisition, ça coûte quand même de plus en plus cher. Il y a aussi le RGPD qui maintenant est à prendre en compte. Est-ce que c'est pas une aubaine, ça, justement, pour toute la stratégie de fidélisation que vous êtes en train de mettre en place pour l'engagement? La RGPD, une aubaine, je ne sais pas si je dirais ça comme ça, oui, ça permet de structurer les choses. Après, nous, un coût d'acquisition, pour parler chiffres, hein, on a décidé qu'un client ne devait pas nous coûter plus de 45 €. Donc quand on va le chercher sur différents leviers d'acquisition, c'est notre limite. Aujourd'hui, faire revenir un client, quand on a calculé le pourcentage de réduction sur son achat suivant, ça nous coûte en moyenne 18 €. D'accord. Donc voilà, on est plus de 2 fois moins cher. Anne-Charlotte, pareil, sur l'acquisition? Oui. Alors on considère aussi que ça nous coûte plus cher d'acquérir un nouveau client que de le fidéliser. En termes d'acquisition, nous on est sur une moyenne de 15 € en moyenne. On peut monter sur certains leviers au-delà de. Pardon. Notre panier moyen est à 80 €, ce qui nous fait baisser évidemment notre coût d'acquisition. Mais on a toujours choisi de privilégier la qualité à la quantité, et ne serait-ce que dans notre approche aussi. Donc, comme on disait, on fait un gros travail sur le branding, sur ce suivi du client, que ce soit par les mailings, par les réseaux sociaux. On va vraiment le faire revenir par l'affect. Quelle est la durée de vie d'un client fidèle? On fidélise pendant combien de temps? Déjà, qu'est-ce qu'un client fidèle? Pour moi, chez nous, un client fidèle, c'est un client qui vient au moins une fois par saison. D'accord. Voilà, donc c'est pas beaucoup, mais déjà, si tous nos clients venaient une fois par saison, on serait très contents. Toi, Geoffrey, tu as une notion plus précise de la fidélité de vos clients? Ouais, parce qu'en fait, nous, on a le média, du coup. Donc il y a une forme de fidélité par rapport à l'habitude de consommation de contenu, et en même temps, il y a la fidélité sur l'achat. Et aussi, on a une communauté en fait qui interagit beaucoup, qui vient souvent, donc on arrive vraiment à avoir un tracking long terme, et on voit que on mesure en fait des courbes de churn sur maintenant 4-5 ans. Ouais. Et on voit que du coup, les mecs, ils arrivent vraiment tous les 4-5 ans sur 4 ans, qu'ils arrivent sur du 7 000, 8 000, 9 000 €. Donc on arrive vraiment à distinguer un pool de clients qui est ultra méga repeat versus les quelques-uns qui tombent sur nous un moment un peu par hasard et qui achètent, quoi. D'accord. Pareil, on a la notion un petit peu de qu'est-ce qu'un client fidèle chez Fago, qui adhère, même logique saisonnière, hein, celui qui achètera l'été, qui achètera l'hiver. Ouais. Il y a une grosse notion de repeat, c'est-à-dire si le client il a l'habitude d'acheter sa petite paire de baskets pour partir en vacances au mois de juin, on sait que l'année d'après, au mois de juin, il a une beaucoup plus forte probabilité à revenir
Donc, on va essayer d'intervenir d'un point de vue CRM à ce moment-là pour être sûr de ne pas le manquer. Après, nous, on a aussi la volonté de le faire grandir, son panier. En lui précisant d'acheter de la chaussure. On fait aussi de la bagagerie. On fait aussi des vêtements. Donc, de le qualifier en augmentant son indice de vente. Et c'est là où on a un intérêt à travailler de la fidélisation, c'est dire ok, tu nous connais déjà par la chaussure, tu es déjà un bon client qui revient sur la chaussure. Bon, du coup, on va essayer de venir te convertir sur le textile. Et donc, il y a une démarche de cross-selling, une démarche de marketing automation aussi qu'on met en place à ce niveau-là pour te présenter naturellement le reste de nos collections. D'accord. Finalement, le programme de fidélité, je pense que c'est une opportunité de prise de parole cohérente avec les clients. L'important, c'est de bien définir ce qu'on veut y mettre au début en fonction de l'ADN de la marque et de ce qu'on a envie de raconter. Et après, c'est de mettre en place des cycles et faire en sorte que l'automation prenne le relais. D'accord. Je pense. Si vous aviez un conseil, chacun de vous, à donner à tous les commerçants sur la feed, déjà, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, mais c'est surtout quelle idée à retenir en fait, de toute cette table ronde? Il faut peut-être déjà bien choisir si vous voulez monter un programme de feed ou un programme d'animation commerciale. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer l'un ou l'autre. Ouais, on peut un peu joindre les deux aussi. Il y a une notion de curseur, c'est pas faux. Mais il faut se poser cette vraie question. Et ensuite, si à un moment on fait vraiment le choix de booster la fidélité, en fait, c'est une approche globale de l'entreprise. La fidélité, par exemple, nous, on s'est dit, un client fidèle, c'est aussi un client qui achète full price, parce qu'il valorise à un moment le produit et pas simplement l'opportunité de discount qu'on lui donne à un instant T. Et du coup, conséquence de ça dans la pratique, c'est on n'a jamais fait aucun discount, on n'a jamais fait aucun couponing, on n'a jamais fait aucun truc où on offre 2 pour le prix d'un, ouais. ou je sais pas. Et puis en fait, ensuite, c'est le genre de choses qui déversent dans chaque action de la boîte. Et à chaque fois, on se demande, encore une fois, est-ce qu'on se fait graisser la patte si on était le client là, ou est-ce qu'on est vraiment en train d'installer, d'un point de vue branding, un choix préférentiel, ouais. Et pas simplement une opportunité à l'instant T où on va acheter du mercenaire et pas acquérir un vrai client et entamer une vraie relation de long terme. D'accord. Après, c'est vrai que vous avez eu la chance de jamais faire de solde et de maintenir ce cap. Nous, on a une politique commerciale qui est aussi d'essayer d'en faire le moins possible en dehors des périodes promotionnelles. Mais c'est difficile aujourd'hui parce que le consommateur, il est dans une habitude de consommation où il a l'habitude que quand il achète en full price, il a l'impression de se faire avoir un peu. Donc, moi, mon conseil, ce serait d'entrer un peu dans la gamification du programme de fidélité en mettant des badges de manière à ce que les paliers soient hyper clairs et que les gens aient envie d'acquérir les badges. D'accord. Une logique de gamification. Vas-y. Pardon, je me suis fait censurer. Non, j'ai juste un petit bémol, mais c'est sans doute aussi propre au secteur et tout ça. Mais sur le fait d'avoir un consommateur où on se dit c'est une fatalité, il veut acheter seulement en discount parce que c'est les soldes à ce moment-là. Moi, je pense que ça dépend vraiment à comment est-ce qu'on l'éduque, comment est-ce qu'on lui explique le produit. Et en fait, l'éducation, ça va dans les deux sens. Il y a aussi la mauvaise éducation. Et finalement, quand à chaque fois on donne du discount et à chaque fois qu'on fait les soldes, en fait, on l'éduque mal. Parce qu'en fait, on lui explique plus que les choses ont un prix. On lui explique qu'il faut attendre une fois par an pour acheter, enfin 2 fois par an plutôt. Ou alors 6 fois par an maintenant parce qu'il y a les French Days, les Machin Days, les Saint-Patrick Days, la journée des chats et des chiens. Donc, et nous, en fait, du coup, vraiment pour mettre la data en fait, sur ce que je dis, c'est que même en période de solde, on a 50% de pic de vente, alors qu'encore une fois, il n'y a pas un discount à l'horizon, quoi. Mais parce que les gens, à un moment, ils sont chauds pour acheter parce que c'est la période et qu'ils se disent début de l'été, début de l'hiver, je me fais ma penderie. Il y a un besoin. Voilà, et ils achètent en dépit de la présence de promotion si on les a éduqués comme ça, quoi. D'accord. C'est pour ça que je reconnais que vous avez fait un très beau travail d'éducation sur votre base de clients, sur votre communauté. Belle marque. Et nous, on se rend compte que nos consommateurs les plus impliqués, les plus engagés, les plus fanatiques, ne sont pas ceux qui bénéficient de promotion. C'est ceux qui découvrent naturellement la marque et qui en deviennent fans tout seuls.
Et eux, parfois on les rencontre, on a des retours via les réseaux sociaux. On est nous-mêmes surpris de l'intensité que ça peut avoir, à quel point ils peuvent avoir généré un engagement et un affect, une émotion avec la marque. Et c'est juste superbe à découvrir. Et de temps en temps, on pose la question, du coup, comment t'as acheté? Et ce sera toujours de plein de moyens différents, par nos revendeurs, par le site internet, par les nouvelles boutiques. Je connais un copain qui connaît un copain qui connaît un des fondateurs. Et c'est super ce que vous avez fait. Je suis sur la page Facebook. Et, en fait, ils peuvent avoir une connaissance de la marque qui est pas mesurable, en vrai. Mais quand on s'en rend compte et qui finalement rapporte. Et ils n'ont pas besoin de promotion pour ça. Ça marche. Eh bien, merci à vous trois. Je vais laisser maintenant la place aux questions, s'il y en a dans la salle. Ah, il y en a une là. Alors, du coup, je ne vais pas me risquer. Il ne marche pas celui-là. Il marche. Camille, je peux promener le micro peut-être? Bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que la fidélisation, la finalité, ce serait aussi, par exemple, le parrainage, c'est-à-dire la recommandation? Et si donc vous aviez un programme de parrainage ou un système de parrainage, et comment vous le gérez? Voilà, je vous remercie. Oui, le parrainage, c'est hyper important, surtout quand on a des marques très affinitaires comme ça. Nous, le parrainage, on le propose en fin de parcours d'achat. Donc, une fois qu'on a validé la commande, on a l'opportunité de parrainer. Et il y a une incentive, c'est-à-dire que si les clients qu'on a parrainés achètent, on reçoit un bon d'achat de 10 €. Je sais que mes collaborateurs sont un peu contre ma vision des choses, mais aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde, je pense. Voilà, exactement. Et puis c'est statistique, c'est-à-dire que ça fonctionne en termes de chiffre d'affaires, ça fonctionne. Et on s'est posé la question dans le programme de fidélité, comment mettre plus en avant le parrainage. Et donc on fait des campagnes, enfin on en a fait une, où on propose de doubler les points qui sont actuellement les derniers points engendrés si une personne achète via un parrainage par la suite. Donc nous on le gère en interne, on n'a pas de solution, on a une solution qui est développée from scratch, donc on a la possibilité de tout gérer, mais je crois qu'il y a des solutions sur le marché qui existent et qui font que ça. Mais après si vous avez un bon dev, non, c'est pas très compliqué. Et donc du coup vous pouvez mesurer justement via des métriques le parrainage un petit peu mieux que la fidélité au final. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, on peut tout tracer. On sait qui nous a amené quel client via l'email. Et du coup, ça nous permet de lui renvoyer son bon d'achat. Et voilà. Geoffrey, tu veux peut-être compléter? Nous, on a un programme de parrainage qui s'appelle la fidélité. Bien joué. C'est-à-dire que, en fait, encore une fois, en nous donnant un max, en fait, les gens nous recommandent spontanément. Nos 3 principaux canaux d'acquisition, c'est la recommandation. Ensuite, c'est le search. Et ensuite, c'est des micro-budgets paid. Aujourd'hui, pour 5,5 millions hors taxe sur l'année, on dépense 130 000 €. Donc, on est à moins de 3% du budget en paid. Pour autant, on arrive à avoir 70% de croissance year-on-year. C'est vraiment que la fidélité, en fait, ça fonctionne et c'est aussi une source de croissance. Et puis, ça passe aussi par parfois des expériences mémorables. Par exemple, on a mis un truc en place dans nos boutiques où les gens peuvent réserver un créneau d'1 heure où en fait ils vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent sur leurs vêtements, leurs penderies, les autres marques, les couleurs qui leur vont à leur teint, etc. En face, ils ont un conseiller de vente, comme je l'avais dit, qui n'est pas objectif au chiffre d'affaires, qui est vraiment objectif à la satisfaction. Donc il y a vraiment un alignement. Et en fait, le mec, quand il ressort de ce rendez-vous d'1 heure, en fait, il est rincé, quoi. On ne s'est jamais occupé de lui comme ça dans une boutique de mode. Alors d'habitude, l'expérience type, c'est ça se porte comme ça cette saison, allez-y, c'est pas grave si c'est 2 tailles au-dessus, quoi. Et en fait, comme c'est une expérience qui est vraiment clivante par rapport à la moyenne du marché, en fait, ça crée naturellement cette reco. Il y a une vraie viralité qui s'installe. Est-ce que vous savez sur combien de personnes ont été parrainées enfin, est-ce que vous avez une moyenne sur un client fidèle au final qui justement fait du parrainage en moyenne, combien ça peut enfin, combien donc le parrain rapporte de filiales, on va dire C'est du bouche-oreille, donc ça se passe, ça reste dans l'air, il n'y a pas de data. Vous n'avez pas de data, ok. Moi, je pourrais avoir les chiffres, mais là, je les ai pas en tête, j'avoue. Mais on peut rester en contact. Et toi?
Et moi, non, on fait pas de parrainage via un programme, mais par contre, ce qui est aussi important, c'est la recommandation et le fait de travailler avec des médias et avec des blogs qui vont tester les produits et les recommander. Ça ne passera pas via un programme de parrainage, mais ça vient aussi en trafic d'acquisition. C'est très important et c'est source de trafic qualifié aussi, généralement. Les blogueurs Bonne gueule peut le dire. Ouais. Oui, des influenceurs. C'est des influenceurs, mais encore plus blogueurs, testeurs. C'est pas juste une photo. Ouais. Parfois, ils font. Les vrais recours. Je pense que tu le sais mieux que moi, mais il y a un travail d'explication de comment porter la pièce, comment elle est faite, avec vraiment un amour du produit. Qui fait que en tant que marque, quand on a du trafic qui vient des blogs mode, c'est des personnes qui sont déjà en grande partie convaincues et qui sont déjà dans une démarche d'achat. D'accord. Vous avez d'autres questions peut-être ? Non, moi non. Non ? En tout cas, moi je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça, c'est finalement... Mon petit mot de la fin, c'est la marque qui matche bien avec le client. C'est-à-dire que c'est avant tout une relation, ou du moins ça nous engage dans une nouvelle relation avec le client. Et c'est grâce aux réseaux sociaux finalement et grâce à tout l'aspect digital qui nous permet d'aller au-delà. Merci à vous. Si vous voulez poursuivre la conversation, on est là, on reste dans le coin et voilà. Et à bientôt.